Essayer d'aller chercher en profondeur qui j'étais et d'aller chercher dans mes ressources pour pouvoir ensuite me redévelopper. Et elle doit même se battre avec des monstres et il se passe beaucoup de choses, assez, assez puissantes. Tout à l'heure, dès lors que tu donnes la parole à un enfant, il se sent responsable, responsabilité et il agit. Ah oui, de lui demander: «Qu'est-ce que toi, t'en penses?» C'est quelque chose qui est profondément humain, en fait, et qui fait notre essence. Donc c'est trop drôle comment je t'ai trouvée, sur internet. Moi, c'est vrai que The School of Life, je connais parce que, je regarde, les vidéos de The School of Life sur, YouTube. Et j'aimerais bien décrire un petit peu pour, ceux qui connaissent pas, et puis tu m'aideras un peu Mmh. à développer. Bien sûr. Hem, pour moi, The School of Life, c'est donc, sur YouTube, il y a des petites vidéos hyper, dynamiques, hyper précises, sur, la santé mentale, sur, la psychologie, la relation à soi, la relation aux autres, la communication. Plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui seraient pourtant très intéressant d'apprendre, pour vivre, ensemble dans notre société, pour vivre avec les autres, hein, tout simplement. Voilà, et puis il y a aussi des ateliers en ligne, sur la confiance en soi, sur le développement et sur, le coaching en entreprise, je crois. Mais je te Mmh. laisse, peaufiner, ce que je viens de dire. Oui, bah, écoute, déjà merci beaucoup, hein, Pauline, pour ton invitation. Merci infiniment pour, tu as déjà donné une belle image de la school, on l'appelle la school, the school of life, de façon un peu présomptueuse, l'école de la vie. C'est vrai que ça passe mieux en anglais qu'en français, mais, c'est Alain de Mmh. Botton, le philosophe, qui a créé, en fait, the school of life, qui est en fait une organisation qui est aujourd'hui présente dans, je crois, 14 pays. Donc à travers le monde. Et en fait, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est d'offrir aux adultes la possibilité d'aller grandir et faire développer leurs compétences relationnelles. On a 20 compétences Mmh. relationnelles clés et on va creuser. Alors en ce moment, c'est effectivement en ligne. Et puis, fut un temps, on avait des cours en présentiel, mais là, c'est effectivement Mmh. en ligne. Donc ils sont en quelques heures, 1 heure et demie, 2 heures. On creuse un sujet. Donc moi, je suis en charge de parler de la confiance en soi. Et là, je dirais que la spécificité de The School of Life, c'est vraiment c'est pas vraiment un cours descendant comme on peut les connaître sur qu'est-ce que la confiance en soi, ça va plus loin. En fait, on utilise tout ce que l'homme, avec un grand H, a pu créer de beau, que ce soit les arts, que ce soit la philosophie. Et on va aller par ces axes-là essayer de mieux. Enfin, développer ce sujet-là dans un article où, effectivement, il y a des, par exemple, à l'école, tout simplement, il y a le prof qui vient donner toutes ses idées, tout son savoir aux enfants, et puis les enfants, nous les jeunes, on réceptionnait tout ça et et on écoutait. Il y avait peu d'horizontalité, peu de travail en groupe aussi, à l'école, et chose qui est un peu plus fait, je pense, dans les pays, scandinaves. Mmh. Voilà, donc c'est intéressant, heu, The School of Life, tu dis que vous travaillez un peu ensemble comme ça, enfin Ouais. il y a cette idée d'échange. Oui, il y a cette idée d'échange et puis tu vois, même plus largement, moi, je travaille pour The School of Life, mais aussi pour d'autres choses de façon indépendante. Et ce que tu dis là, c'est marrant parce que c'est un de mes fils rouges aussi dans ma façon de travailler. Moi, j'interviens aussi à l'école par diverses associations, mais je t'en parlerai peut-être un peu après. Euh, et moi, dans mon approche avec l'enfant, notamment par l'animation d'ateliers philo, c'est de faire comprendre à l'enfant qu'il a sa place et qu'il est un interlocuteur valable. Alors, j'emploie ce terme interlocuteur valable qui ne m'appartient pas, qui appartient à Jacques Lévin, et qui, en fait, qui est un philosophe qui a voulu donner aux enfants la capacité à prendre la parole et à devenir des interlocuteurs valables par la philosophie. Donc moi, je fais philosopher des enfants à partir de 4 ans en classe, Mmh. par diverses techniques. Et pourquoi je te dis ça, c'est que finalement, en faisant ça, en faisant philosopher des enfants en classe, on inverse un peu cette tendance descendante qu'on connaît dans l'éducation classique. On laisse la parole au groupe, on laisse la parole à l'enfant, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que voilà, l'enfant prend conscience de son sentiment d'importance, Mmh. du fait qu'il est important, qu'il a de la valeur, et que ce qu'il dit est précieux.
Mmh. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a et on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un sentiment de base que l'enfant doit ressentir et j'ai même envie de te dire les adultes, hein, c'est pareil pour nous et Mmh. finalement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réinventer, autour de ça dans l'école d'aujourd'hui. C'est justement de alors, est-ce que c'est faire comprendre à l'éducation nationale qu'il y a quelque chose à voilà, à modifier autour de ça? C'est que les pour moi, un enseignant, c'est pas quelqu'un qui doit avoir de l'autorité sur les enfants, mais qui aurait, j'ai envie de dire, de l'autorité pour, c'est-à-dire de les faire grandir, de les Mmh. accompagner, de les prendre par la main. Voilà, moi, c'est ma vision de l'enseignant et j'en ai rencontré des gens comme ça existe. Mmh. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui a fait qu'aujourd'hui l'éducation qu'on a pu connaître, elle est majoritairement descendante, avec plutôt une notion de pouvoir sur l'enfant et pas forcément bah, oui, de révéler. Ben, voilà, pour moi, c'est ça en fait, un Mmh. c'est quelqu'un qui révèle. Mmh. Ah oui, de lui demander: «Qu'est-ce que toi, t'en penses?» Exactement. Juste Tout pour, simplement. exactement. J'aimerais revenir sur, un peu tes débuts de carrière parce que j'ai vu que tu à un moment donné, tu as voulu être, auto-entrepreneuse. Tu as voulu, vendre, je crois, une marque, Bleu Majorel, c'est ça? Exactement. Tu vendais des produits, c'était quoi? Alors c'était, alors je raconte un peu l'histoire, Oui. c'était il y a, bah, 10 ans maintenant. Heu, Mmh. Après une épreuve, personnelle, en fait, j'ai perdu mon père il y a 11 ans, bientôt 11 ans. Et Mmh. ça a été, bah, un moment clé évidemment dans ma vie comme tu peux l'imaginer. Ça a été la 1re question autour du sens, en fait. Donc j'avais 30 Ouais. ans, je venais de perdre mon père et la question qui s'est posée à moi, alors que moi j'évoluais depuis, 8 ans dans le domaine du digital et du mobile en particulier. La question s'est posée de: «Non mais qu'est-ce que je fais là?» Voilà. Qu'est-ce que Mmh. pourquoi? Voilà, la question du sens qu'on connaît tous. Hem et à ce moment-là, j'avais, plusieurs passions dans ma vie, dont une qui était le Maroc. C'était une destination que j'aimais particulièrement. J'avais des amis là-bas, j'avais vraiment créé, presque une famille. Depuis 15 ans que j'y allais régulièrement et puis l'idée m'est venue, parce que j'adorais le Maroc, de créer finalement, une société autour du commerce équitable et d'aller mettre à profit, en fait, toute la créativité et les talents des artisans marocains, bah, au profit de notre décoration, d'intérieur ici en France. Alors j'avais pas mal de choses, j'avais des objets pour la maison, des objets pour la femme et pour l'enfant, il y avait de l'ameublement, il y avait des sacs, et voilà, il y avait beaucoup de choses et tout ça, en fait, j'ai traversé le Maroc, je suis allée à droite à gauche pour aller chercher des créateurs et des artisans qui étaient OK pour bosser avec moi et évidemment, le principe, c'était de faire, je sais pas si on disait commerce équitable déjà à l'époque, mais en tout cas pour moi, il y avait cette nécessité que chacun soit payé à la hauteur de la valeur de son travail, sur toute la chaîne de valeur. Mmh. Cette aventure, elle a échoué, clairement, Mmh. pour plein de raisons et on pourrait en parler, mais moi ce que je retiens surtout, et ça a été du coup très salvateur dans ma vie, c'est que j'avais cette croyance, très, très erronée de ma capacité à l'époque à pouvoir, gérer à la fois le marketing, la com, la logistique, la gestion des douanes avec le Maroc. Bon, tout ça a été évidemment complètement erroné. Je ne suis pas superwoman et je n'ai pas réussi à gérer tout ça, d'autant plus que j'ai été, attaquée sur le nom de marque. Donc l'aspect juridique, avait été traité par un avocat, mais en fait, j'ai été attaquée sur le nom de la marque, ce qui a été, finalement la fin un peu de cette aventure puisque Bleu Majorel, comme tu le sais, le nom, Tu as dû couler? de la couleur, qui a été inventée par Jacques Majorel, le peintre. Mmh mh. Et en fait, j'ai été attaquée par, le petit-fils, héritier de Jacques Majorel. Voilà, je Ah! les détails Ouh! de tout ça, mais ça a été, voilà. Ça a été Ouais. pour moi, voilà, une période, assez complexe et encore une fois, j'en tire vraiment quelque chose avec du recul parce que pour moi, ça a été la première fois où j'ai mis les pieds dans autre chose que, ce pourquoi j'étais censée être là, c'est-à-dire, le marketing, en digital et pour la première fois de ma vie, je suis allée chercher au fond de moi ce qui me plaisait vraiment et voilà et je savais à ce moment-là en quittant, cette entreprise, en tout cas en la fermant, que j'y reviendrais d'une façon ou d'une autre, de façon peut-être détournée, mais que je retournerais à ce qui est important pour moi. Mmh. Ouais, OK. Ouais, ce que je retiens aussi de la description, c'est que je sais pas si vraiment dans la chronologie ça s'est passé comme ça pour toi, mais, dans la description, il y a marqué
que tu t'es plongée aussi dans les lectures justement pour comprendre, un peu plus, le sens de la vie, la philosophie, à propos des relations humaines et de la résilience aussi. Mmh. Est-ce que tu l'as vraiment vécu comme ça à un moment de ta vie où vraiment tu as eu besoin d'apprendre quoi sur les autres? Alors, j'ai peut-être pas sur les autres, d'abord sur moi, en fait. Ouais. Tu Mmh. vois, ça a été je t'en ai parlé juste avant, le déclenchement, ça a été beaucoup de choses, en fait. Il y a eu la maladie de mon père qui a été assez longue, ça a été 3 ans, d'accompagnement où on sait vers quoi on allait. Donc ça, je pense que déjà, quand tu as 27 ans et que tu accompagnes ton père dans la maladie, il y a quelque chose qui fait que ta vie sera plus jamais vraiment comme avant, évidemment. Mmh. Et donc il y a un questionnement profond, sur la vie, comme je te disais, à l'instant. Et puis après, il y a comment on réagit à ça, tu vois? Mmh. Heu Mmh. et moi, je crois que j'ai toujours eu, même si je savais qu'il allait partir, j'ai eu cette forme de croyance, et d'optimisme jusqu'au bout qu'il avait aussi. Et ça m'a beaucoup aidée aussi sur la suite de ma vie. C'est-à-dire que cette petite, étincelle-là d'optimisme et d'espoir, j'ai encore, même s'il nous a quittés, mais je l'ai encore pour tout. Je l'ai pour toutes les difficultés de la vie, je l'ai pour le monde de demain, je l'ai voilà. Et ça m'a vraiment, cette expérience, elle m'a fait comprendre ça de moi. Et puis après, en l'occurrence, je te raconte une petite anecdote, mais qui est Mmh. croustillante, c'est qu'en 3 jours de temps, mon père est mort, je me suis séparée et j'ai Mmh. déménagé. Voilà. Mmh. Et après tu dis: «Bon, après ça, finalement, il peut y avoir toujours pire évidemment», mais je pense que j'ai quand même, expérimenté, un moment où quand tout s'effondre et ben, je crois qu'il y a plus que tes propres ressources là. Il y a Mmh. évidemment les gens qui te tiennent et puis toi, ta personnalité. Donc là, moi, je suis allée vraiment en profondeur à partir de là et j'ai la résilience pour moi, c'est effectivement ce qui ressort de l'ombre, quoi. C'est la lumière qui sort de l'ombre. Et je crois que Mmh. cette période, ça a été vraiment le début de ma «nouvelle vie» entre guillemets, même si j'ai pas fait une révolution incroyable, mais en tout cas, ça a été d'aller chercher en profondeur qui j'étais et d'aller chercher dans mes ressources pour pouvoir ensuite me redévelopper d'une certaine façon. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ces événements t'ont vraiment, ouais, t'ont poussé à aller chercher, creuser, tout ce qui, tout ce dont tu avais besoin pour, survivre à ce moment-là, j'ai Mmh. l'impression aussi, c'est Mmh. ça? Et justement la résilience, c'est quoi pour toi la résilience? Et bah, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, c'est vraiment d'aller dans le noir, peut-être dans ce qui est un peu sale, dans l'épreuve, dans le drame et d'aller au fond de soi pour pouvoir ensuite renaître. Voilà, il y a des formes, j'aime bien cette image tu sais, de l'huître, en fait, avec la perle qui est à l'intérieur. Au final, la création d'une perle, c'est quand même que de la vase et des choses complètement glauques, au fond de l'huître et il y a quand même Mmh. des perles derrière. Mmh. Voilà. Et et Mmh. et je trouve que l'image est très jolie, en fait, même si ça peut, paraître un Ouais. peu par les cheveux, mais j'aime bien cette image qui pour moi symbolise ça. C'est qu'il faut aller vraiment dans le fond pour pouvoir se révéler et s'éclairer. Voilà, une forme Mmh. de lumière derrière ça. Ouais. Beh, écoute, moi, ça me fait penser à un livre, pour enfants. Ça m'arrive je suis assez fan des livres pour enfants. Je trouve que les images, les livres bienveillants qui savent parler de la vie, quoi, et qui sont, faits pour les enfants et pour les adultes aussi. Hem, Ça me fait penser à un livre qui s'appelle La Bulle, que je Mmh mh. conseille à tous les parents, à qui ça intéresse et c'est l'histoire justement d'une, petite fille, qui a une bulle noire au-dessus de sa tête et qui vit avec cette, bulle noire et un jour elle décide de rentrer dans cette bulle noire et là elle découvre un monde et elle doit même se battre avec des monstres et il se passe beaucoup de choses, assez, assez puissantes et au final, bah, il y a un courage énorme qui en ressort et elle ressort de cette bulle, la bulle disparaît et elle peut, continuer sa vie, comme ça. Donc c'est un très, très beau livre avec des très, très belles images qui parlent un peu de ce que tu viens de parler aussi. Eh Mmh. beh, merci beaucoup, je le note. Tu penses que c'est, accessible à un enfant de 5 ans et demi? Je crois que celui-là, il est à partir de 8 ans, mais je te redirai, Ouais, chouette. après. Ouais. Merci.
Hem, alors du coup, ensuite, tu retournée au travail, dans le digital et tu es devenue maman, je sais pas à quel moment. Ça peu pas longtemps, un peu de temps après, effectivement, je suis donc c'était en 2015, je suis maman d'un petit garçon qui a 5 ans et demi aujourd'hui et j'ai la spécificité d'être une maman solo puisqu'on est séparés avec le papa depuis que mon fils a 15 mois. Donc tu vois, très vite finalement, j'ai dû, dans mon éducation prendre les 2 rôles. Donc la question de l'éducation de mon fils s'est posée assez vite. Mmh. Notamment sur, je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais je me suis formée à la discipline positive, assez rapidement parce que j'ai connu comme beaucoup de parents le terrible two et Ouais. j'avais pas les clés, voilà, pour pouvoir gérer ça et ça a été un nouveau monde qui s'est ouvert à moi à partir de là et quand on parlait de lecture tout à l'heure, dans les lectures qui m'ont énormément appris dans cette période, ça a été la découverte d'Alfred Adler, qui est ce psychiatre autrichien qui a beaucoup travaillé avec les enfants au début du XXe, qui a travaillé ici avec Dreckers, qui était son disciple, qui a continué et perpétué son travail. Et ces 2 hommes sont à la base en fait de la discipline positive. Et ils ont notamment établi un certain nombre de besoins et de nécessités que rencontrent les enfants et puis les adultes aussi, qui sont le sentiment d'importance, le sentiment de alors oui, le sentiment, le besoin d'appartenance, mais ça c'est assez connu, hein, c'est le fait d'être intégré à une communauté, de se sentir utile à un groupe. Et puis le sentiment de capacité, de se sentir capable de faire les choses. Mmh. Et donc de ça est tirée toute la discipline positive qui vraiment s'installe sur 2 socles, qui est à la fois la fermeté et la bienveillance pour faire grandir nos enfants. Et l'objectif, c'est pas qu'ils nous écoutent dans la seconde, mais l'idée, c'est vraiment d'aller développer leurs compétences relationnelles à long terme, leurs compétences de vie en fait. Et c'est de projeter des intentions éducatives et de dire voilà, si mon enfant, je le mets en situation de capacité, si je l'encourage, il va comprendre de lui-même en fait ce dont il est capable, comment travailler un peu plus, là où Mmh. il échoue, il va grandir aussi, voilà, etc. Et pour moi, ça a été, si tu veux, vraiment le début d'une mini révolution parce que c'est pas l'éducation que j'ai connue, je sais pas pour toi, mais voilà, Ouais. c'est quelque chose qui, voilà, qui est complètement nouveau pour moi et en même temps j'étais rassurée parce que je voulais pas non plus tomber dans l'image qu'on peut donner parfois de l'éducation positive, tu sais, qui est ce côté très laxiste. Et là, il y a vraiment ce cadre qui est hyper important. Et dans ce cadre, on laisse l'enfant être lui. Enfin, tu vois, Mmh. ça c'est extrêmement important. Mmh. Ouais. Ouais, justement, oui, tu parlais des personnes qui pensent que ça peut être laxiste ou alors, j'entends aussi des parents parfois qui se disent: «J'ai trop de pression avec, l'éducation positive. Je j'ai l'impression que je dois être parfait et j'y arrive pas». Est-ce que toi, tu as réussi comment tu as fait pour, t'approprier ces outils? Est-ce que tu as vécu aussi cette pression? Alors moi, je l'ai vécu avant, de découvrir la discipline positive, cette pression de la perfection, qui est souvent sur les épaules des femmes, parce qu'on doit être des très bonnes mères, des très bonnes professionnelles, tout ça en même temps. Et moi, je l'ai vécu comme beaucoup. Donc je l'ai vécu avant, de rencontrer la discipline positive. Pour moi, c'était l'inverse, c'est-à-dire que la discipline positive, elle m'a justement autorisée à me planter. Il y a vraiment quelque chose de cet Mmh. ordre-là, une forme de permission à échouer parce que ce que dit la discipline positive, c'est justement de nos erreurs, de nos échecs, eh bien, on apprend. Ce sont des opportunités d'apprendre. Et là, ça Mmh. rejoint ce qu'on apprend grâce aux neurosciences notamment. Hein. Ce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences, c'est que plus on échoue, et plus les enfants échouent tôt finalement, plus leur connexion neuronale se développe. Donc, Mmh. on a compris ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est un cadeau absolu parce que contrairement à ce qu'on nous donne à penser, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on apprend plus et mieux euh, en se plantant, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve ça Mmh. génial. Donc, moi, en fait, à partir de là, si tu veux, ça m'a complètement soulagée, ça m'a enlevé un poids. Alors, je te dis pas Mmh. que quand il m'arrive de crier sur mon fils, je ne culpabilise pas. Et bien sûr, je m'en veux, mais je sais que ça fait partie du processus et que, Mmh. et que c'est quelque chose surtout sur le long terme. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je projette Paul à 25 ou 30 ans.
Je le Mmh. ferai pas à demain ou dans la minute pour qu'il m'écoute pour ranger sa chambre, même si c'est ce que je veux faire. Mmh. On est d'accord, mais il D'accord, y a mmh. quelque chose de plus, lointain, tu vois? Ouais, une pensée, plus à long terme, ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant, d'accord. Moi, j'essaye d'avoir ça pour moi, de penser à long terme. Justement, quand je vis des échecs, de vraiment me dire, «Bah non, là, c'est les petits challenges qu'il y a sur ma route, c'est normal, vois loin, vois plutôt loin» Mmh. et et ça me fait penser aussi à l'état d'esprit de croissance. C'est, Carolina Dweck qui en parle, c'est une américaine, une psychiatre américaine, ouais et elle marque dans son livre que, heu, justement, elle a fait des études sur les enfants qui avaient cet état d'esprit, de croissance et elle parle de ce petit garçon qui devant un puzzle hyper compliqué a dit, «Oh chouette, un challenge!» ou un truc comme ça, genre: «Ah chouette, des difficultés», tu vois? Et vraiment et elle était super étonnée, de voir un enfant, comme ça qui était si enthousiaste à être, face à la difficulté quoi et voilà, donc c'est une chouette, une chouette image je trouve Mmh. aussi. Vraiment. Alors, oui aussi il y avait, le fait que tu as cherché à faire entendre la voix de la parentalité en entreprise. Ah! Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je sais pas. Oh là! M'en parle pas. Bah, écoute, cette période-là, donc moi quand j'ai repris le travail après l'arrivée de mon fils, ça a été, extrêmement compliqué. J'étais, directrice conseil dans une, grande agence digitale, dont je ne Mmh. cite pas le nom. Et ça a été compliqué parce que là, je me suis retrouvée dans la situation, que beaucoup de femmes, rencontrent. Alors je dis encore femmes parce qu'on va certainement en parler après, mais c'est surtout les femmes qui rencontrent ça, qui est la fameuse phrase du, «Oh, il est 18h, tu as pris ton aprèm?» pour aller chercher mon fils à la crèche. Voilà, cette fameuse phrase, qu'on a toutes entendue et qui reste aujourd'hui malheureusement encore, je trouve, trop présente. Mmh. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors c'est presque c'est un chemin de croix parce que pour moi ça prendra du temps. Moi je suis convaincue que l'entreprise elle a un rôle à jouer dans, l'équilibre des temps de vie pro et perso des parents salariés. C'est-à-dire qu'encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe en ce moment, où il y a une porosité incroyable entre le monde du travail et le monde personnel en fait. Il y a encore 3 semaines, mon fils il était là, je faisais une réunion, il passait derrière, tu vois? Voilà, et pourtant, bah oui, parce que l'école était fermée et on sait ce qui se passe. Mais plus largement, quand tu prends un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe et la crise sanitaire, on sait tous qu'on ne peut pas fermer la porte aussi facilement sur le travail quand on rentre à la maison et l'inverse est vrai. On arrive avec nos problèmes de parents quand on arrive, le matin, dans l'entreprise. C'est pareil, il serait naïf de croire que c'est pas le cas. Mmh. Pourquoi je te dis ça? C'est que, pour moi, ignorer le fait que les parents soient aussi des salariés, c'est finalement ignorer qui ils sont, tu vois? Et si on veut des salariés efficaces dans l'entreprise, eh bien, il faut considérer qu'ils sont aussi ces personnes-là. Et comme on est dans une tendance où aujourd'hui les parents prennent à cœur l'éducation de leurs enfants, on a énormément évolué par rapport à il y a 30-40 ans où c'était que la femme éventuellement et un peu l'homme et rarement et en tout cas l'éducation était plutôt liée à l'école, on va dire. Aujourd'hui, il y en a un surinvestissement des parents qui est hyper intéressant et du coup, il faut que l'entreprise, elle ait conscience de ce changement de société aussi. Donc il y a 2 écoles là-dessus, c'est soit on ignore et on ferme les yeux, soit on prend le sujet et moi j'ai la chance de pouvoir, travailler avec quelques entreprises qui commencent à prendre le sujet très au sérieux et donc avec eux, bah, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, là je au mois de juin, je vais organiser un atelier d'intelligence collective avec, les salariés d'un grand groupe pour réfléchir ensemble justement à comment équilibrer les temps de vie pro, vie perso. Parce qu'avec ce qui s'est passé, le télétravail, c'est devenu extrêmement prégnant. Donc il y a ce type de choses. Je fais aussi des conférences, là c'est plus «descendant» entre guillemets, mais c'est justement pour leur donner des clés sur la discipline positive, pour développer l'autonomie de leurs enfants, pour, gérer les conflits dans la fratrie, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on fait sur l'heure du déjeuner. Tu vois, ça prend 1 heure et demie. Donc ça rentre dans le cadre de l'entreprise, c'est une «pause» entre guillemets pour soi et pour le parent et voilà, en même temps, il repart avec peut-être des clés qui vont l'aider, sur sa vie, personnelle après. Et puis, ça c'est vraiment pour la partie salariée. Après, je m'adresse aussi aux managers de ces personnes. Heu, le plus souvent, les managers, ils sont dans cette difficulté d'avoir la bonne posture, en fait, pour parler à des parents salariés et je pense en particulier aux femmes, mamans solo
qui rencontrent des problèmes, évidemment liés à leur situation, où elles doivent tout gérer, et où parfois elles se sentent, seules, mais profondément seules. C'est-à-dire qu'elles ont face à eux dans l'entreprise des managers qui peuvent parfois être extrêmement exigeants ou en tout cas pas en capacité d'entendre ou d'écouter, ce dont elles ont besoin. Parfois, elles ont besoin d'aménager leur temps, parfois elles ont besoin juste d'être entendues, d'être écoutées. Voilà, et il y a beaucoup de choses autour de ça et moi je travaille avec, certains managers qui ont envie de prendre cette posture, j'ai envie de dire bienveillante vis-à-vis de leurs salariés parce qu'après ils retrouveront une femme, épanouie et puis, qui saura avec le temps gérer l'équilibre. Mais encore faut-il qu'elle ait eu un moment qu'elle soit entendue. Voilà, qu'elle soit entendue. Mmh. Mmh. Oui, et enfin, j'imagine que au niveau de ton argumentation, il y a aussi heu, le fait que tu peux travailler mieux, être, plus productive, c'est ça? Alors, Tu oui, plus performante, si tu vas bien, tu seras forcément plus épanouie dans ton boulot. En revanche, si mmh, tu prends ça comme, si tu penses toute la journée à ce qui se passe, à la maison parce que ça se passe mal avec ton ado ou avec ta famille recomposée, je te dis n'importe quoi, bah, forcément tu es pas là, tu es pas au bureau et tu es pas épanouie dans ce que tu fais et tu peux pas être à 100. Donc les entreprises, elles commencent vraiment à comprendre ces deux points-là qui sont à la fois un enjeu, j'ai presque envie de dire, sociétal et de santé mentale, hein, parce que l'épuisement parental, ce n'est pas une légende et cette année, on en a vu. Il y a énormément de moi, je travaille pour une association qui s'appelle Mama Bears, qui est une association de mamans solo et donc j'interviens justement, sur ces sujets de discipline positive auprès d'elles et cette année, ça a été terrible. Ces mamans, elles ont connu de l'épuisement parental. On y est, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus se lever. C'est pas pour des raisons professionnelles, c'est pas le burn-out professionnel, mais c'est le burn-out parental. Parce qu'elles sont au bout, quoi, elles sont au bout. Et ça, mmh, c'est une question de santé publique. On en est là, mmh, enfin, vraiment. Et pour moi, l'entreprise, elle a un rôle à jouer ici. Et puis, effectivement, la question de la performance que tu maintenais. Si tu veux motiver tes salariés, eh ben, il faut les aider à aller mieux. Mais ce qui a été demandé, cette année, c'était surhumain, que les parents travaillent en télétravail avec à côté des enfants, c'est même pas concevable, c'est pas logique. C'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out, ouais. Ouais. Et moi, cette année, enfin, du coup, l'année dernière, parce que ça y est, je pense que 2020, on a tous, enfin, je sais pas, il y a un truc dans le temps, j'arrive pas à dire cette année, l'année dernière. J'ai l'impression que 2020 n'a pas eu lieu. Mais 2020 a eu lieu. Donc, l'année dernière, en mars, au premier confinement, moi, j'avais mon fils, hein, évidemment, qui était avec moi et Mmh. je me suis dit: «Comment je pourrais?» donc à l'époque, il avait 4 ans et demi, il était en moyenne Mmh. section et on avait, des devoirs qui descendaient tous les jours, qui puis vraiment, enfin, on avait des doses de devoirs pour une moyenne section, si tu veux, c'était assez étrange, mais bon, soit. Et je me dis: «Comment je pourrais, réussir à vraiment à ce que ce soit fluide pour nous pour les X prochains mois?» parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais on savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Enfin, Mmh. vraiment. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tu utilises l'intelligence collective avec des adultes, pourquoi tu le ferais pas avec ton fils?» et donc du coup, on a co-construit, ensemble un planning de confinement. On l'a appelé comme ça, le planning de confinement et en fait, on a pris nos agendas, on a mis nos obligations, que ce soit l'école, le travail pour moi. On a pris nos besoins. Donc bah, pour moi, c'était, besoin de faire du sport, besoin de lire, d'avoir un temps pour moi et Paul, c'était, un peu similaire d'ailleurs, mais besoin de danser, besoin de faire de la musique, enfin voilà, des choses comme ça. Et après, bah, on a fait notre agenda type en fait de la journée avec des Mmh mh. espaces pour l'un et l'autre, des espaces ensemble. Et puis voilà, c'était notre planning. Et du coup, je me suis rendu compte que Paul était extrêmement motivé à partir du moment où on a fait ça ensemble. Mais c'est exactement ce que je te disais en introduction tout à l'heure. Dès lors que tu donnes la parole à un enfant, il se sent responsable, responsabilisé Mmh. et il agit. Et je peux te dire que pendant toutes les périodes du premier confinement, j'ai eu aucun souci à lui faire ses devoirs, à aller faire le temps calme quand il y avait le temps calme, à aller faire une activité. Enfin, vraiment, et c'est même lui qui m'a rappelé à l'ordre parfois. Il me disait: «Maman, là, c'est temps calme, tu devrais faire temps calme», voilà. Donc, vraiment, ça m'a frappé à quel point c'était presque facile, tu vois? Ouais, à 4 ans et demi en plus, ça. Ouais, à Ouais, 4 ouais. ans et demi. Donc voilà, cette méthode-là, moi, j'en ai beaucoup parlé après aux mamans, en outil, en disant si ça devait se reproduire, ce fameux confinement, bah, voilà, tu vois, c'est arrivé à nouveau et qu'elles puissent utiliser cette petite astuce avec les enfants. Mais souvent, on ne leur fait pas confiance, en fait. Moi, j'ai souvent des mamans qui me disent,
Non, mais tu comprends, il a 4 ans, il ne va pas comprendre. Mmh. Assuré qu'il va très, très bien comprendre. Dès lors que tu lui laisses la parole, il va comprendre. Ouais, ouais. Ouais, ouais, prendre conscience de ses capacités et en fait, le c'est vrai que les enfants, ils ont besoin aussi d'être un peu, justement qu'on leur propose pas des choses trop faciles pour eux. Mmh. Ils ont besoin de quelque chose de qui les stimule un peu, qui leur donne envie de bouger, d'être motivés ouais, pour faire toutes ces petites activités, ouais. Ah ouais, Mmh. c'est intéressant. Bah, bravo en tout cas d'avoir mis ça en place et c'est intéressant aussi parce que tu as appris, tu as appris quelque chose, que tu considérais quelque chose pour les adultes et tu t'es dit, «Je vais tester avec mon enfant». Ouais, tu as pris ta caisse à outils ou à la base tu t'es dit: «Bon, ça c'est pour nous, c'est pour les grands» et puis finalement tu l'as fait pour, pour ton fils et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que parfois les parents, ils peuvent, se limiter, en se disant, «Il faut que je lui parle comme ça» ou «Il faut que je fasse, j'utilise tel outil pour enfants», Mmh. alors qu'ils ont plein de choses qu'ils utilisent pour eux et qui marchent pour eux et bah, peut-être que si ça marche pour vous, allez voir, avec les enfants, vous réussirez sûrement justement à le transmettre, à votre manière parce que vous-même ça vous touche et vous transmettrez, cet affect que vous avez avec cet outil aussi. Oui, ouais, complètement d'accord avec ça. Mmh, ouais. Bah, écoute, je veux bien qu'on revienne sur les ateliers, philo. Ouais, avec plaisir. Tu en donnes en ce moment ou c'était avant, Alors j'en ai donné en classe, juste sur des ateliers philo avant le la dernière fois, c'était le 13 mars 2020. Donc tu vois à peu près la date où j'ai dit aux enfants: «On se revoit très vite». À bientôt. Bon, je pense que je les reverrai quand ils rentreront en 6e alors qu'ils étaient en CP, tu vois? Mmh mh. Je rigole. Alors donc, juste sur des ateliers philo comme ça, là, j'interviens pas, juste sur les ateliers philo en ce moment. En revanche, je travaille pour une association qui s'appelle Le Sens de l'école. Donc c'est une association, qui a été créée, il y a 2 ans maintenant, par, Virginie Schaeffer, dont l'objectif et l'intention est vraiment d'aider les enfants à comprendre que l'école a du sens, à redonner finalement du sens, à l'école, à leur faire comprendre, que c'est déjà une chance et ensuite de pouvoir, prendre un peu le meilleur de l'école pour eux et d'en faire quelque chose. Et pour ça, on fait 4 ateliers toutes les semaines. Donc, on se voit de façon régulière. Là, j'en fais un, tu vois, mardi prochain dans une école du 19e arrondissement à Paris. Et l'idée, c'est vraiment par, par le travail, alors à la fois sur travail d'intelligence collective, à la fois le débat en classe, et puis un atelier philo, c'est pour ça que je reboucle, et ben, on leur laisse la parole sur le sujet de l'école et de l'apprentissage. Donc à la fois, on leur donne les clés pour, comprendre en fait la chance qu'ils ont d'être là. Alors ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais on démarre le cycle en leur expliquant, en leur montrant, ce documentaire que tu connais certainement qui s'appelle «Les chemins de l'école». Mmh, non, je crois pas. Tu sais, je crois qu'il y a plusieurs DVD et en fait, ce sont des documentaires qui racontent le chemin de l'école littéralement pour plein d'enfants dans le monde. Et donc tu as, 3 enfants qui mettent 1 heure, au Mali pour aller à vélo dans leur école. Mmh. Tu as, une petite fille au Vietnam, qui met 1h15 avec ses sœurs pour, monter la montagne pour aller de l'autre côté de l'école, et cetera, et cetera. Et en fait, on démarre, le 1er atelier là-dessus, pour leur montrer en fait le chemin de l'école et essayer c'est un peu une métaphore, hein, de dire que finalement, l'école n'est pas accessible facilement partout dans le monde, qu'il y a parfois dans le monde des conditions qui sont, compliquées et qu'il y a des épreuves, il y a des obstacles dans la vie, mais que ces enfants y arrivent quand même. Pourquoi? Parce qu'eux donnent du sens à l'école et là, on explique à quel point effectivement, l'éducation, l'alphabétisation, voilà. Et donc en montrant ce documentaire aux enfants, après on les fait réfléchir dessus. Ça, c'est une première étape et après sur les 4 ateliers, on travaille donc sur un atelier philo, qu'est-ce que l'école pour vous? Et là, ça peut alors je peux pas te raconter typiquement comment un atelier se passe parce que la magie de la philo, c'est que c'est quelque chose qui se brode un peu, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vis, c'est que on pose une question et puis il y a des choses qui émergent. Alors moi, mon rôle, c'est de mettre un peu en musique tout ça, mais c'est les enfants, ils ont les réponses, en fait. Ils ont déjà les réponses. Ils philosophent déjà, en fait, les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser et c'est nous qui avons arrêté de philosopher.
et pas l'inverse. Mmh. Je pense qu'enfant ou philosophe, on a déjà cette notion de questionnement éternel, tu sais, vers 4 ans, le pourquoi, voilà. Et puis ça, très rapidement, on le perd. Alors, est-ce qu'on le perd parce que c'est les années qui passent, ou est-ce qu'on le perd parce que la société nous interdit de nous questionner? J'ai Mmh pas mh. la réponse. Mais en tout cas, l'atelier philo, ça permet ça. Ça permet de se il y a pas de bonne, il y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment le questionnement et de se dire que mon avis compte et l'avis de mon copain compte aussi. Et peut-être que nos 2 avis, bah, ils vont nous faire, voilà, évoluer ou avoir peut-être une troisième voie possible sur une situation. Et voilà. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me nourrit énormément parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, on est au cœur de ce qui m'anime moi. C'est-à-dire que les enfants, ils ont la parole, ils se sentent, valables et ça fait des choses, complètement dingues, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce que tu aurais, une anecdote, un souvenir, d'un moment où tu t'es dit: «Waouh, je m'attendais pas à ce qu'ils répondent ça»? Heu, j'en ai pas mal. Après, c'est avec des l'année dernière, c'était pas en CP, c'était un peu encore avant, un peu avant la fermeture des écoles. Je donnais des ateliers en bibliothèque, mais avec des tout petits. Mmh mh. Et et du coup, là, les tout petits, quand je dis tout petits, c'est à partir de 3-4 ans, tu vois? Et là, j'avais vraiment un petit groupe, il y avait 6-7 enfants dans une bibliothèque à Vincennes et on échangeait sur la colère, je crois. Ouais, c'était la colère. Mmh Et mh. et en fait, tu sais, à la fin, quand c'est des grands, on les fait ancrer, on leur fait, vraiment dire ce qu'ils retiennent et puis quand ils sont petits comme ça, en fait, tu leur laisses le dessin. Tu sais, tu peux, parce que c'est compliqué de vraiment avoir le recul nécessaire. Donc moi, je les fais dessiner, en fait, ce qu'ils pensent avoir appris ou Mmh. de leur colère, quoi. Ouais. Et en tout cas, sur cet exercice-là. Et je me souviens de cette petite fille qui à la base était je crois, la sœur elle devait pas être là, en fait. C'est sa sœur qui devait venir et en fait, elle voulait pas lâcher sa sœur, donc elle était restée. Et sa sœur devait avoir 4 ans et demi, elle devait avoir 3 ans et demi, donc elle était restée à côté et puis elle avait écouté. Elle avait pas participé plus que ça, mais elle avait écouté. Et à la fin, elle a voulu faire le dessin. Et donc évidemment, je lui ai donné, de quoi dessiner et je me souviens elle a pris un crayon rouge et tu sais, elle a vraiment, très fort comme ça, mais je pense qu'elle a dû casser le feutre, enfin, tu vois? C'était d'une violence Mmh. extrême. Elle a fait des 2 petits points noirs à ce truc griffonné tout rouge là et puis elle me le montre, elle me fait: «Ça, c'est ce que j'ai dans mon cœur» et elle me l'a, fermé comme ça. Elle me dit: «J'en veux plus» et elle me le lâche. Elle me le balance, voilà. Et ça m'a frappée, parce que, si tu veux, le fait qu'elle ait pas participé, plus que ça à l'atelier, mais juste par sa présence, elle s'est connectée à ses émotions, et c'est quelque chose, j'en ai parlé après avec sa maman, qui m'a dit: «Écoutez, là, vous venez de révéler quelque chose que qui je ne comprends pas chez ma fille, qui est toujours refermée, qui est très hargneuse comme ça. Et là, j'ai compris pour la première fois que cette colère, elle n'en peut plus, elle en a marre et qu'elle veut qu'elle sorte. Mmh. Et je me dis, enfin, si les ateliers philo permettent de révéler ce genre de choses, c'est juste, Mmh. voilà, là, je t'ai pris ça sous un angle, mais après, j'ai plein d'autres anecdotes sur des plus grands, mais c'est un exemple. Et je trouve que c'est la force encore une fois, de donner de l'importance à l'enfant et après, les choses, elles se passent et il peut se passer des choses comme ça. Mmh mh, mmh, mmh. Ouais, c'est, mmh, il y a une idée un peu aussi de sortir, de l'inhibition, j'ai l'impression, on disait que c'était naturel, pour les enfants de poser des questions, d'avoir ce sentiment d'être capable et cetera. Mmh. Et effectivement, j'ai l'impression que parfois les institutions, l'école, les comportements des adultes peuvent, un peu restreindre, ces limites de l'enfant, et créer une sorte d'inhibition et là, c'est rouvrir un peu les portes petit à petit, hop, clac, clac, Mmh. clac, pour que, ouais, D'ailleurs, l'enfant, ce retrouve ça et s'exprime, ouais. Mmh, mmh mh. qui est intéressant, c'est que dans moi, les ateliers que j'avais fait en moyenne section et grande section, je crois, heu, dans une école pareille à Vincennes, et ce que disait la maîtresse, c'est qu'elle était à chaque fois étonnée que les enfants qui parlent peu en classe, s'expriment beaucoup en atelier philo.
Mmh. Ils avaient cette fois-ci un champ des possibles qui leur était pas offert classiquement et là, cette fois-ci, ils s'exprimaient Mmh. et les maîtresses, c'est les 1res bluffées, c'est souvent les maîtresses ou les maîtres, en fait, Mmh. qui voient leurs élèves sous un autre angle et j'aime bien aussi, avoir ce contact après avec l'enseignant pour que lui me fasse part de voilà, de son point de vue à lui et il est souvent bluffé, en fait. Plus Mmh. que nous, tu vois, intervenantes, parce qu'au final, voilà, c'est lui qui est bluffé parce qu'il reconnaît pas ses élèves. Mmh. Et Ouais, en fait, très c'est une intéressant. forme de surprise, tu vois? Mmh mh, mmh. Donc moi, mon ambition là-dessus, tu vois, sur la philo, c'est que ça devienne une matière à part entière. Alors pas la philo en tant que matière, mais l'atelier philo, l'atelier de réflexion. Tu vois, que ça devienne quelque chose, au même titre que, les maths, que le sport, quoi, tu vois? Parce que c'est le sport du «cerveau» entre guillemets et c'est la capacité à argumenter, c'est la capacité à échanger, débattre avec l'autre, c'est la capacité à se dire: «Bah, ce que je dis, c'est peut-être pas exact, je vais peut-être préciser. Ah mais en fait, j'ai le droit de parler». Enfin voilà, tu te rends compte de ce qu'on construit juste avec un atelier philo, quoi et surtout Mmh. si tu le fais dans le temps, c'est-à-dire que tu commences en 3e année de maternelle et je peux te dire que le la philo en terminale, ce sera plus la même histoire, quoi. Là, ça va vraiment donner du sens, à ce qu'on essaye de nous apprendre, quoi. Parce que Mmh. finalement, la philo, avant tout, c'est pas une matière, tu vois? C'est une pratique. Moi, c'est Mmh. vraiment ce que j'ai compris en animant ça, c'est une pratique, c'est pas une matière à part entière. Ouais, ça me rappelle, ça oui, cette fameuse année, la dernière année de philo qu'on a, très courte, ouais. Moi j'adorais participer, mais il fallait écrire, tu sais? Écrire les longues dissertations, c'était un cauchemar, Oui, mais tu en aurais tout fallu cas, des ateliers philo peut-être, tu vois, à l'époque, si tu étais plus, ouais, sur la parole. mmh, ouais, j'étais plus là-dedans. Hem, est-ce que maintenant on peut revenir sur, l'association Révèle? Ouais, avec plaisir. Rêve. Donc, D'accord. si j'ai bien compris, c'est une association, pour les jeunes filles de 14 ans à 20 ans, qui viennent de milieux défavorisés et et donc tu fais des ateliers pour, les accompagner dans leur confiance en elles et aussi pour écrire leurs rêves. Est-ce que c'est ça? C'est presque ça, ouais. On fait alors Dis-moi. c'est des parcours, qui sont organisés par l'association sur les vacances scolaires. Donc, Mmh. les jeunes filles, elles se mobilisent, sur, une semaine de leurs vacances scolaires, du lundi au vendredi et donc c'est des jeunes filles qui viennent de milieux modestes où, la question de leur orientation est souvent, compliquée. Déjà l'orientation puis le projet professionnel et puis plus largement, tu te rends compte aussi que ce sont des jeunes filles qui doutent énormément d'eux-mêmes. Avant même de penser à un projet professionnel, le premier frein qu'elles rencontrent, c'est elles-mêmes, si tu veux. Elles-mêmes avec, leurs doutes, leurs blocages, qu'elles ont ancrés en fait, parce que finalement, le message qu'elles reçoivent de la société le plus souvent, du fait d'être de ces milieux modestes, et justement d'être de la diversité comme on dit, en fait, ça t'interdit beaucoup de choses, quoi et tu t'interdis aussi beaucoup de choses et ce qu'on fait chez Revel, c'est justement d'ouvrir ça. C'est-à-dire que de dire ça, c'est pas OK, c'est pas vrai et connais-toi, regarde qui tu es. Donc on a vraiment le parcours qui est sur 5 jours. La première partie, c'est vraiment qui es-tu? Donc on va à l'intérieur, ce qu'elle aime, ses centres d'intérêt, ses valeurs, ce qui la fait vibrer. Après, on va sur, regarde ce qui est autour de toi, l'environnement, explore, regarde, il y a des façons de travailler dehors, au bureau, en collectif, en individuel, plein de métiers que tu connais pas. Donc là, on a fait vraiment, explorer et puis on commence à dire: «Bah, regarde, il y a des choses qui peuvent matcher, peut-être un peu moins». Tout ça étant en collectif, hein. On est soit en présentiel comme, il y a encore peu de temps, soit en distanciel comme on l'a fait là sur les 2 derniers parcours et ensuite, le 3e jour, on leur offre un temps de partage avec une coach en spécifique, c'est qu'on n'est plus dans du collectif, on rentre vraiment dans l'individuel pour les aider à ancrer des choses pour elles et se dire: «Bah, ce projet me plaît bien, moi, ma confiance en moi, j'en suis là». Voilà, on essaye d'activer les premiers petits pas de leur démarche et puis les 2 derniers jours, c'est encore une nouvelle étape qu'on franchit. Le jeudi, on les emmène en entreprise, c'est-à-dire que ce sont les entreprises partenaires de l'association qui reçoivent les jeunes filles chez elles, donc dans les locaux quand c'est possible et à distance en ce moment, via Zoom et en fait, la journée, s'organise autour de la rencontre des métiers, donc ce sont, exclusivement des femmes qui rencontrent les jeunes filles, donc on les appelle des rôles modèles et qui, présentent leur métier, qui font passer aux jeunes filles des entretiens. On leur fait faire des simulations d'embauche. Donc tu vois, elles ont 14-15 ans, elles déjà, elles passent un entretien, elles sont
hyper contente de ça. Elles rencontrent des métiers différents, elles posent des questions, elles interviewent des professionnels, et elles apprennent en fait à se mettre en situation professionnelle, déjà pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis le dernier jour, le vendredi, là c'est la fin du parcours. On veut vraiment ancrer ce qu'elles ont appris sur elles, sur ce qu'elles aiment, sur qui elles sont et ce qu'elles ont appris sur leur projet. Et là, on leur demande de pitcher en fait qui elles sont et ce qu'elles veulent faire. Et elles pitchent devant une soixantaine de femmes qui sont venues pour l'occasion, qui sont des rôle modèles partenaires de l'association. Et elles pitchent. Alors là, enfin, moi, rien que t'en parler, tu vois, j'ai les poils là, parce que c'est un moment où, en fait, où tu vois la jeune fille devenir. C'est plus une jeune fille, en fait. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui elle est, même si tu vois, ça peut paraître dingue de dire ça, mais je peux t'assurer qu'en 5 jours, elles ont fait un travail incroyable en profondeur. Et je crois que pour la première fois de leur vie, elles ont elles touchent du doigt qui elles sont, quoi. Et elles arrivent à parler devant des femmes, alors que, enfin, moi, tu me demandais la même chose au même âge, je crois que j'aurais pas fait, tu vois. Enfin, c'est absolument incroyable. Et elles repartent de là. Alors c'est la pédagogie qui veut ça, mais il y a à la fois la pédagogie et ça rejoint un peu le sujet général de ton approche, c'est le lien. C'est-à-dire que ce qu'on crée chez elle, c'est un lien. En fait, on est entre femmes. Alors ça, la sororité, quand on a connu ça, c'est tellement puissant, c'est d'une beauté absolue. Ça, c'est merveilleux. Il y a ça qui se crée. Il y a le lien intergénérationnel, même si j'aime pas le dire comme ça, parce que le fait qu'on ait des coachs femmes, on est en moyenne entre 30 et 40 ans. Elles nous prennent au début comme justement des figures d'autorité. Et puis nous, dans notre pédagogie, il y a justement ce non, je ne suis pas au-dessus de toi. Nous sommes des femmes au même niveau. Voilà. Et donc, il y a ça qui se crée aussi, le lien entre nous, le lien qu'on crée avec d'autres femmes, les rôles modèles qui arrivent ponctuellement et qui vont leur donner en fait des façons de s'inspirer. Et on leur fait rencontrer des rôles modèles inspirantes. Qui interviennent tout au long du parcours pour leur dire moi je viens voilà peut-être de la même banlieue que toi ici, mais tu vois, moi mon parcours ça a été ça, j'ai rencontré les mêmes difficultés que toi, et elles ressortent de là avec des liens qui sont hyper forts, que ce soit avec les coachs, avec leurs camarades, avec ces rôles modèles. Elles peuvent rester en contact, tu vois, aller leur demander. Moi je sais que je me souviens d'une jeune fille qui carrément est allée chercher un job en recontactant une rôle modèle. Du haut de ses 15 ans, elle voulait un stage et elle l'a eu parce que voilà, elle avait la niaque, elle a osé la recontacter. Et voilà, et l'ambition de cette association, elle est juste. J'aime beaucoup ce que dit Atina, qui est la fondatrice, qui dit moi, mon rêve dans 10 ans, c'est que ce soit les jeunes filles du parcours d'aujourd'hui qui interviennent en tant que rôle modèle et qui expliquent aux jeunes filles de demain ce qu'elles ont fait pour cheminer jusqu'à là. Et voilà, pour moi, ça résume complètement ce qu'on veut faire avec Revel, quoi. C'est de montrer aux jeunes filles qu'elles ont leur place dans ce monde, beaucoup plus qu'elles ne le croient, et à des places merveilleuses, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. Et c'est fou que ça se fasse en une semaine. Ouais, c'est complètement dingue. Alors après, le parcours, le parcours complet, là, je t'ai dit que le parcours initial, en fait, le parcours complet dure 5 mois, c'est-à-dire qu'on ne les lâche pas dans la nature après ça. On les accompagne encore, c'est-à-dire qu'on fait des points d'étape. Elles ont un coaching collectif une semaine après le premier parcours pour ancrer et passer à l'étape d'après. Ensuite, elles ont 2 coachings individuels. Et après, elles rentrent dans ce qu'on appelle la communauté des alumnae, où elles peuvent intervenir pour l'association, aussi bien en représentant l'association dans des établissements ou dans des centres, ou elles-mêmes intervenir sur le parcours pour organiser avec nous aider sur la logistique ou sur la communication, par exemple. Donc elles rentrent elles-mêmes dans le processus de création, donc c'est jamais vraiment fini, quoi. Oui, bien sûr. OK. Et même après toute la vie. Je souhaite, j'espère. Ouais. Ouais, OK. Et j'aimerais bien revenir avec toi sur la confiance en soi. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui s'acquiert et après on l'a toute la vie? Ou alors, comment ça marche? Comment toi tu abordes cette notion, la confiance en soi? C'est une vraie question, et justement, tu vois, on croit toujours que la confiance en soi, c'est un truc qui s'apprend, puis après c'est bon, ça y est. Alors malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et puis surtout au fil des situations. Tu vois, j'imagine que toi,
es assez confiante là en ce moment dans le fait d'échanger parce que tu es dans ton univers, voilà, et puis peut-être que tu seras peut-être un peu moins à l'aise sur un autre sujet ou je sais pas, quand il s'agit de faire du paddle, je te dis n'importe quoi, hein. Mais j'en sais rien, ça se trouve, tu es très douée en paddle. Mais voilà, enfin, on a tous et toutes nos domaines de confiance en nous. Ce qui est intéressant justement quand on a cette conscience-là, c'est d'aller regarder là où on se sent plus à l'aise et donc de développer ça et d'aller travailler là où c'est plus compliqué pour nous, où on a des zones d'inconfort. Moi, c'est comme ça que je présente souvent la confiance en soi, quelque chose qui se développe, qui se travaille et surtout qui se travaille parce que c'est pas, enfin, moi, ce que j'ai du mal avec notamment, tu sais, le coaching à l'américaine, là, où on te dit you got it, you got it, you got it. Et alors, ça, c'est pas possible, c'est pas la vérité. Enfin, tu vois, on n'est pas dans ce monde-là où on a beau répéter les choses comme un mantra, elles vont arriver. Si on prend l'exemple de Steve Jobs, qui est un homme qui nous paraissait complètement brillant, intelligent quand il nous faisait ses keynotes, bah, il faut savoir que Steve Jobs, c'était l'homme le plus exigeant de la Terre et qui préparait ses keynotes pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est ce qui faisait que du coup, ça paraissait hyper smooth. Donc le mec avait l'air super sûr de lui, tu vois. Mais en fait, il faisait comme un dingue. Ça, c'est hyper important. Tu vois, faut pas il faut être clair, il faut travailler en fait. Il y a cette forme de travail et d'engagement pour avoir cette confiance en soi. Ça se travaille, ouais. Mais après, tu vois, quand tu l'as, après, bah, c'est sur ce registre-là, en tout cas, c'est OK. Ouais, ouais. Ça revient, au même que de dire, que quelqu'un a enfin qu'on est avec, plein de talents ou alors a quelques talents et que on les a et puis, voilà, on travaille pas du tout dessus, il y a pas besoin de travailler dessus, et si l'autre il peut faire ça, moi je peux pas le faire vu que moi j'ai pas ce talent-là. Donc ça effectivement, c'est complètement faux une fois qu'on le sait. Et ouais, la notion de travail, super important, de remettre le goût à l'apprentissage, petit à petit. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on ait une société comme ça apprenante, où vraiment que tout le monde sache que s'il veut avoir ce fameux talent dont il dont il a besoin là, bah, il faut travailler, point. Il faut travailler. Ouais, faire des efforts. Pour, l'intelligence collective, j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que moi, c'est vrai que, j'ai eu, des expériences en équipe, dans les institutions où j'ai travaillé, en tant que psychomotricienne où vraiment il y avait des, ouais, des problématiques qui dataient de 20 ans, enfin et comme si, les institutions étaient dans une crise, chronique et je me demandais si toutes ces formations que tu as faites autour de l'analyse transactionnelle, le coaching en développement dans les entreprises, l'intelligence collective, c'était, des leviers pour un peu, débloquer, les entreprises. Est-ce que toi, tu as vu des évolutions? Est-ce qu'il y a des entreprises où de toute manière on peut rien faire? C'est foutu? Et est-ce que c'est les entreprises avec lesquelles tu travailles, est-ce qu'elles sont déjà dans une démarche de: «On veut y arriver, on va y arriver»? Voilà. Alors, je ne vais pas te mentir, évidemment, celles avec lesquelles je travaille sont déjà, familières de ce qu'est l'intelligence collective. C'est déjà dans la culture d'entreprise pour pas mal d'entre elles. Maintenant, il y en a qui, voilà, voient aussi que c'est quand même quelque chose dont on parle, qui a fait ses preuves, donc il y a aucune raison de ne pas y aller, bien au contraire. Et qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus sur, le fait que j'ai pas envie de cataloguer, tu vois, les entreprises parce que je pense que ce cheminement vers l'intelligence collective et le développement finalement d'une entreprise vers l'humain, parce que c'est ça, hein, dont on parle, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est mettre au cœur de l'entreprise et des problématiques et des enjeux de l'entreprise, finalement, mettre de l'humain, bah, c'est finalement juste se dire que c'est du bon sens. Hein, tu vois, en fait, au final, c'est déjà ce qu'on faisait à l'époque antique. Les Grecs parlaient entre eux et réfléchissaient ensemble sur l'état du monde.
finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté de faire ça? Tu vois? Qu'est-ce qui fait Mmh. alors, j'ai une partie de la réponse, mais c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Donc au final, on ne fait que reprendre quelque chose qui était déjà, le collectif, la vie en alors j'aime pas le terme communauté, mais en tout cas le fait de se sentir appartenir à un groupe et de prendre et de puiser chez les autres, c'est quelque chose qui est profondément humain en fait et qui fait notre essence. Donc en fait, j'ai envie de te dire que les entreprises qui ont compris ça, bah, elles ont tout compris, tu vois? Mmh. C'est Et je juste, pense qu'elles arrivent à garder aussi leurs salariés. Du coup, oui, encore il y a un lien qui se crée à long terme, quoi. et puis pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, le fait de laisser la parole aux salariés, pour finalement ils co-construisent aussi leur alors ça dépend quel sujet on questionne, tu vois? Mais Mmh. après moi ce que je peux regretter parfois, c'est justement d'utiliser à mauvais escient l'intelligence collective, c'est-à-dire de le mettre en avant et puis au final ne pas l'utiliser derrière, tu vois? Se dire: «Ah oui, oui, on vous écoute, on contribue tous ensemble» et puis au final, tu vois, on n'en tient pas compte. Ça arrive, heu, j'espère le moins possible, mais ce qui est important, c'est quand les salariés se rendent compte qu'ils sont entendus et que leur parole a de la valeur et qu'ils voient, mettre en œuvre ce qui se passe, quoi, tu vois? Et là, c'est tout bon. Et Mmh. là, c'est ça l'entreprise de demain. Il y a pas celle qui, pour moi, qui justement performera au Mmh. sens, alors économique, si on doit encore parler de l'économie, mais et ben, c'est juste parce que les humains qui travaillent dedans et qui la font, sont heureux et épanouis. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, finalement, c'est celles qui seront le plus évoluées à ce niveau-là, qui tiendront dans le temps, normalement. Mmh. En tout cas, c'est ce en quoi je crois et c'est pour ça que j'interviens, sur ces sujets-là en entreprise, ouais. OK. Et à l'école d'ailleurs, pour finir là-dessus, je te raconte une petite anecdote, Ouais. l'intelligence collective aussi peut être faite à l'école et pas forcément qu'avec des enfants. C'est-à-dire que pendant le confinement, encore le premier confinement, l'école de mon fils, la directrice on avait échangé un moment pendant le premier confinement, elle me disait: «Je suis désespérée parce qu'en fait, on vous envoie les devoirs à l'école, à la maison, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Donc en fait, pour la continuité du lien pédagogique, c'est assez compliqué pour nous» et du coup, j'avais un peu creusé avec elle, cet aspect-là et ce dont on se rendait compte, c'est qu'elle avait besoin de comprendre ce dont les parents ont besoin Mmh. pour pouvoir être juste, en fait, dans sa façon d'ancrer la pédagogie et du coup, on en est amené à réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait mettre en place et je lui ai proposé un atelier d'intelligence collective avec les parents et l'équipe enseignante. Alors sur le coup, elle m'a dit: «Oh là, mais les parents, ils vont pas accepter». Je fais: «Écoutez, on va voir, hein, vous vous invitez, puis on verra». Donc c'est une toute petite école, hein, qui se situe à Vincennes et au final, elle pensait avoir quoi? 20 personnes et on s'est retrouvés, on était 150 en ligne. Mmh. Donc autant te dire que tous les parents étaient ultra motivés à l'idée de participer en fait simplement à la pédagogie de leur enfant pendant cette phase compliquée. Donc on a fait des sous-groupes, après on a travaillé sur les contenus, sur le lien pédagogique, sur les outils digitaux à utiliser et il en est ressorti un petit plan d'action, tu vois? Et il y a même des parents qui ont proposé, parce que c'était compliqué pour certains, ils ont proposé des ateliers sur les heures où justement il n'y avait pas d'école et ben, il y a certains parents qui ont dit: «Bah, moi je veux bien faire un atelier lecture à 9 heures le matin, vous connectez sur le lien et je lis à tous les enfants de toutes les classes mélangées, je lis un petit livre». Voilà et des choses comme ça qui ont émergé et c'est génial parce que toi tu te dis donc en fait là on a réussi à faire ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire à réfléchir ensemble entre enseignants et parents. Mmh. Ça a été vraiment une Oui. grosse fierté pour moi parce que je pensais pas que c'était possible sincèrement et je l'ai vu et ça s'est mis en place et c'était vraiment génial. Vraiment super. Mmh. Ouais, ouais, c'est super ce que tu dis parce que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits où j'ai pu travailler, que ce soit en crèche, en dans les centres médico-psychologiques, j'ai senti que parfois c'était dur de vraiment faire groupe quoi, avec tout le monde, les parents, toute l'équipe, l'enfant, enfin vraiment faire en sorte que tout ouais, que tout le monde soit un acteur et que ça avance, que ça se développe, que Mmh. tout le monde soit, ait les mêmes objectifs, ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est chouette ça, ce qui s'est passé pour vous là. Ouais. OK. Bah, écoute, dernière, petite question, pour finir, toi, si tu devais choisir une chose, qui est le plus important pour toi, pour une relation, que ce soit avec quelqu'un ou en groupe qui est qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? Pour une relation saine? Hem, je une ou je peux en dire 2?
Tu peux en dire 2, c'est bon. Hem, mais je fais le lien avec ce que je te disais encore tout à l'heure. C'est vraiment le la confiance, qu'on a en l'autre, et la confiance qu'on peut recevoir de l'autre aussi. Hem, parce que ça, moi, je sais que c'est si je prends l'exemple que de la relation que je construis avec mon fils, par exemple, parce que je construis une relation avec mon fils, enfin, c'est ce que j'aime à dire parce qu'on a Mmh. des parents, on est parents, mais certes, nous sommes des parents, mais alors après ça se met en place une relation avec son enfant. Donc, moi, j'aime à dire que je construis cette relation au quotidien et la première chose, c'est effectivement la confiance. C'est la confiance que je lui porte, la confiance qu'il me porte et ça, c'est extrêmement important. Et et ensuite, bah, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la joie, parce que là, on parle de trucs vachement sérieux, mais en vrai, moi, je toutes les émotions, tout ce qui nous entoure, tout ce qui le partage des émotions, en fait, moi, j'ai besoin de ça. Je fais partie de la grande famille des hypersensibles. On est Mmh. quand même près de 30 dans le monde, donc hein, un tiers. Il paraît qu'avant, on était plus nombreux, donc c'est intéressant d'ailleurs de regarder l'évolution de l'hypersensibilité dans le monde, mais pourquoi je te dis ça? C'est que moi, ma vie, elle est faite de musique, elle est faite d'odeurs, elle est faite de sons, elle est faite de joie, elle est faite de colère et ça fait partie de mon quotidien et dans la relation que j'ai aux autres, en général, je mets cette émotion au cœur de la relation parce que c'est des messages que m'envoie mon corps et c'est certainement pour quelque chose, tu vois? Il y a vraiment, il y a un message, fort et je suis contente de pouvoir le mettre en œuvre et quand je suis avec mon fils qui est hypersensible comme moi, pardon, bah, c'est tu vois, nous, ce qui nous unit, c'est la musique, c'est la danse, c'est le corps, c'est tout ça, c'est nos espaces de joie, en fait, c'est nos espaces de voilà, on se sent bien ensemble et je sais qu'il va grandir avec tout ça et je sais pas ce qu'il en fera, mais c'est son petit bagage à lui. Mmh. Mmh. OK. Génial. Merci beaucoup pour, bah, déjà tout cet échange, tout ce que tu as dit. C'était vraiment, très intéressant et heu et ouais, chouette rencontre. Merci. Merci à toi, Pauline. Merci infiniment pour ce que tu fais aussi, parce que c'est par ce type d'échange que tu nourris, aussi le fait qu'on grandisse tous et Mmh. c'est hyper important. Donc vraiment merci aussi pour ce que tu fais. Merci. C'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs. C'est ce qui m'a frappée dans ce que tu fais, parce que la question du lien plus largement, c'est finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est ce qui fait qu'on est, intrinsèquement, des humains, des êtres humains. Donc voilà, tu es au cœur du truc et c'est ça qu'il faut remettre en avant et c'est super Mmh. ce que tu fais, c'est top. Merci. Merci d'avoir regardé l'émission Nos liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Pour soutenir Nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres, vous pouvez en devenir le mécène pour quelques euros par mois en vous abonnant à mon profil Patreon. Je vous mets le lien dans la barre de description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!